Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Pour cet épisode, je suis parti à la rencontre de la journaliste et romancière Sophie Fontanelle. Moi, quand j'avais 10 ans, je me souviens que je voulais être chanteuse. On m'avait offert une guitare et puis un piano. J'écrivais des chansons et déjà, je crois, vers les 12-13 ans, je passais des auditions dans les maisons de disques. J'étais dans une autre histoire. J'étais enfant chanteur. Je voulais être une vedette comme Claude François. Pendant longtemps, le nom de Sophie Fontanelle me renvoyait aux plus belles années de Canal+, celle du Nulle part ailleurs de Philippe Gildas et Antoine Decaune, où elle officiait en qualité de chroniqueuse. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que Sophie était avant tout une formidable journaliste de mode, passée par Cosmopolitan et Elle. Petite fille de dentelière, fille de couturière, elle se passionne depuis toujours pour cet univers qu'elle croque encore aujourd'hui dans les pages de l'Obs. Depuis Sacré Paul en 1995, Sophie publie également des romans qui puisent dans son amour de la poésie, son sens de l'humour, ses histoires personnelles douloureuses aussi. Le petit dernier s'intitule Nobel, avec 2 L. La précision a son importance. Et a priori, c'est une fiction. Son héroïne, c'est Annette Comte, une romancière qui s'apprête à recevoir le prix Nobel à Stockholm. Durant son discours de remerciement, Annette se souvient de l'année de ses 10 ans et de cet été où elle a croisé la route du beau Magnus durant des vacances de famille dans le sud de la France. Nobel raconte la naissance du sentiment amoureux et l'éclosion d'un talent précoce avec un savant mélange de douceur, de sensualité et de cruauté. C'est un délice de lecture dont je suis allé m'entretenir avec son auteur, chez elle, dans son appartement en plein cœur de Paris. Bonjour Sophie Fontanelle. Bonjour. Merci de m'accueillir, on peut le dire, on est chez vous. Là, on est autour de ma table. Autour de votre table, on est en plein cœur de Paris. Alors, je vais pas donner l'adresse pour pas que vous soyez assaillis de fans. Ça serait dommage. Il y a des gens qui ont fini par la déduire sur Instagram. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Alors, on va dire quand il y a la Fashion Week, vous n'êtes pas très loin. Non, c'est central. C'est central. Comme on dit, c'est central. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est central, voilà. C'est central, c'est charmant. On est une après-midi de septembre. Et je regarde sur la table votre dernier roman, Nobel, que j'ai lu cet été, moi, au bord de la mer. Alors, sur la couverture, il y a une piscine, et pas n'importe quelle piscine, puisque c'est un tableau de Bernard Buffet, avec une maison, je sais pas, provençale, on peut dire. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Et tout de suite, moi, je me suis demandé si c'était ce tableau qui avait inspiré le roman. Partiellement, parce que même si c'est une fiction, l'action se situe en 1972 à Saint-Paul-de-Vence, et j'avais imaginé comme ça, là-bas, le long de Saint-Paul, en dehors du rempart, une piscine avec des grands cyprès. Et je pensais avoir inventé ça et que c'était pas possible de mettre des cyprès si près d'une piscine. Et tout d'un coup, j'ai vu ce tableau. Par hasard, je ne sais plus comment, je crois bien sur Instagram, et j'étais complètement, je suis devenue dingue en fait, parce que j'avais l'impression que ce que j'avais inventé prenait forme. Bernard Buffet y avait pensé avant vous. Bernard Buffet a eu cette maison qui est en couverture du livre, pas loin de Saint-Paul-de-Vence. Et je sais pas, j'ai peut-être vu ça dans mon enfance, et puis en fait, je m'en souviens pas, mais je crois pas. Je crois que vraiment c'est le hasard. Ce qui est complètement dingue, c'est ces cyprès qui entourent la piscine en fait. Parce que dans mon livre, j'avais besoin qu'il y ait comme une espèce de petit univers à la fois de bois, mais étrange. Et avec cette piscine, c'est pour ça que j'avais eu l'idée elle est entièrement bordée de cyprès, la maison, la piscine. Alors, vous parlez de votre enfance, on va parler d'Annette. J'ai lu une interview de vous il y a quelques jours où je ne sais pas si vous vous élevez contre ça, mais en fait, vous déplorez que beaucoup d'auteurs racontent leur vie, soit un peu le règne du réel dans les romans aujourd'hui, et que vous avez tout inventé. Malgré tout, je me demande quand même, j'ai l'impression que la petite Sophie qui avait 10 ans, elle ressemble peut-être en partie à Annette, non ? Alors, il y a 2 choses. D'abord, j'ai rien contre les gens
qui partent de leur histoire et qui racontent leur histoire. Je l'ai fait bien trop abondamment Bien sûr, pour me oui. permettre de juger quoi que ce soit là-dessus. C'est juste que chaque fois que je l'ai fait, et c'est la même chose ici, même si c'est pas mon histoire, chaque fois que je l'ai fait, j'ai essayé d'emmener ce qui était mes limites, mes fêlures, enfin des choses, d'emmener tout ça dans la lumière, d'emmener tout ça dans une solution. Et par le livre, je ne cherchais pas spécialement à me résoudre moi, mais à résoudre l'énigme de cette fêlure et à résoudre ça, pas spécialement pour moi, aussi pour le lecteur. Vous voyez, c'était pas uniquement genre ma petite thérapie, ça n'aurait pas de sens. Là, je suis partie d'un monde inventé. Mais évidemment, quand vous inventez, vous savez, si je vous dis de dire 4 mots au hasard, je suis sûre qu'après, on va se rendre compte qu'en fait, ils ont un sens avec votre vie et votre passé. Donc, bien évidemment, cette petite fille a des points communs avec moi, mais l'histoire, enfin, tout ce qui lui arrive, c'est sorti de mon imagination, donc ça doit bien quelque part être dans ma vie. Mais c'est une histoire, j'étais moi-même étonnée que tout ça sorte de moi, si je puis dire. Comment on se connecte avec je veux dire, le cerveau, la pensée, la parole, les mots d'une petite fille de 10 ans? Alors, c'était toute la difficulté du livre, c'était d'arriver à ne pas parler bébé, hein, parce qu'à 10 ans, même en 72, où les enfants avaient quand même un parler quand même peut-être différent d'aujourd'hui, on parlait comme une petite fille. Je voulais pas que... Au début, il y avait des mots très enfantins. Elle disait, il est arrivé par une porte rikiki. Et puis j'ai enlevé tout ça. Donc en fait, ce que j'ai voulu... Enfin voilà, j'ai retiré tout le langage bébé, entre guillemets, hein, pour restituer l'enfance par l'état d'âme de la petite fille. Et c'est tout un travail, et c'est tout le travail littéraire, une fois qu'on a écrit le livre où il y a la voix de l'enfant, de reprendre le livre et de montrer l'âme de l'enfant, plutôt que sa manière de parler de petite fille. Et dans le livre, il y a très peu de propos enfantins, mais en revanche, c'est vraiment totalement le point de vue d'un enfant. Ce qui est très beau, ce qui est très juste, et ce qui est sans doute difficile à rendre, c'est la découverte du sentiment amoureux chez une enfant de 10 ans. Ça, c'est la chose la plus difficile. Ou alors, c'est sa découverte du pouvoir des mots, de l'écriture, et de sa vocation d'écrivaste. Et bien là, vous énumérez toutes les difficultés que j'ai traversées pendant 2 ans. 2 ans? Oui, c'est 2 ans à peu près pour écrire le livre. C'est que, d'abord, cette petite fille, elle est confrontée à... Enfin, cette petite fille écrit des poèmes, des poésies, qui sont très importantes pour elle. Et donc, il fallait que je crée ces poésies. Et il fallait que je crée des poésies dans lesquelles on aurait vu son talent. C'est-à-dire que le lecteur devait se dire « Oh là là, dis donc, elle a quand même un don ». Voilà, ça, c'était une immense difficulté. D'arriver à ce que ce soit crédible que de cette petite fille qui fait des plongeons dans une piscine et qui est quand même vraiment qu'à 10 ans, sorte cette poésie. Laquelle? Trouver l'équilibre. Ça, c'était difficile. Et ensuite, sur le sentiment amoureux, c'est pour ça que la petite fille a 10 ans, c'est que je voulais un âge où tout l'érotisme peut être là. Enfin, tout l'érotisme, entendons-nous, ils se mettent plus le doigt dans l'œil que autre chose, quoi. Mais en tout cas, tout est érotisé. Elle tombe amoureuse d'un petit garçon, hein, c'est ça l'histoire. Elle écrit des poésies et elle tombe amoureuse d'un petit garçon et elle se dit c'est merveilleux, ce petit garçon va tomber absolument fou amoureux de moi parce que j'écris des poésies. C'est le début de son drame à cette petite fille et de son bonheur aussi. Et là, le sentiment amoureux, la sensualité, comment font des enfants qui sont de 1972, donc qui n'ont pas Internet, qui n'ont certainement pas même pu jeter un coup d'œil à YouPorn, même si c'est très, 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 très interdit encore aujourd'hui pour les enfants de cet âge. Ils ne savent rien. Et moi, je montre, puisque c'est moi adulte qui écris, je montre tout l'érotisme qui circule entre eux. Avec donc ce mot que j'ai cité, là, écrivaste, le mot c'est ce qu'elle veut devenir, cette petite fille. Est-ce que vous, quand vous aviez 10 ans, vous voulez devenir écrivaste? Je ne pensais pas à ce mot
ce mot de écrivaste, et il m'est venu en écrivant le livre, parce qu'elle écrit une phrase, à un moment donné, et la phrase, tout d'un coup, sur une machine, elle écrit « Des mondes s'occupent de nous en silence ». Et elle est elle-même étonnée, parce que cette phrase est beaucoup plus grande qu'elle, est beaucoup plus grande que son âge, et elle est étonnée d'avoir pu commettre cette phrase. Alors elle ouvre la fenêtre, et aux enfants en bas, à la piscine, elle crie « Je suis écrivaste ! Je suis écrivaste !» Et ça me fait penser à la publicité, là, « Égoïste, égoïste !» Je pensais à ça en écrivant. Et en fait, elle ne connaissant pas les mots bien, pour elle, écrivain, c'est un grand mot, mais justement, ne connaissant pas bien tous ces mots, elle en invente un. Ce que je trouve intéressant, puisque j'écris ce livre, mais on est aujourd'hui à notre époque, qui, elle, a décidé qu'on disait, il y a auteur, autrice, écrivain, écrivaine, c'est tout à fait logique qu'on dise ça, j'ai rien contre le fait qu'on dise ça, mais elle, en tout cas, je la fais trouver, justement, on parlait de sublimation, elle s'évade du statut d'écrivain en créant un autre. Donc c'est une petite fille très très forte, hein, qui invente, c'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, on lui donne le prix Nobel, elle invente une nouvelle manière d'être dans l'écriture. J'insiste, hein, mais vous avez cette assurance-là à cet âge-là ? Moi, quand j'avais 10 ans, je me souviens que je voulais être chanteuse, on m'avait offert une guitare et puis un piano. J'écrivais des chansons et déjà, je crois, vers les 12-13 ans, je passais des auditions dans les maisons de disques. J'étais dans une autre histoire. J'étais enfant chanteur. Je voulais être une vedette comme Claude François. C'est autre chose. Vos parents, ils le voyaient comment, ça ? Ben, c'est ma mère qui m'a, quand j'étais enfant, m'a dit cette phrase qui est dans le livre, puisque le livre est dédié à Minou Drouet, on y reviendra peut-être, et qui était une petite fille qui écrivait, qui était fameuse dans les années 60. Et ma mère me disait, ainsi que le disait Jean Cocteau, tous les enfants sont poètes, sauf Minou Drouet. Ce qui revenait à dire que moi-même, j'étais peut-être pas poète, autant que je le croyais. Donc oui, j'ai été un peu confrontée à ça, mais pas dans la cruauté que va vivre cette petite Annette. Parce que Annette a un don, je lui donne dans le livre un don plus grand. C'était bien toute la difficulté pour écrire le livre. Je lui donne un don beaucoup plus grand que le mien, et qui va l'amener à la consécration mondiale. Et cette petite fille a bien du mal à se faire voir, à ce qu'on remarque qu'elle existe. Et vous étiez dans le même état d'esprit ? Vous aviez besoin de voir que vous existiez ? Quand j'étais enfant, je savais très bien que j'existais. Et vous savez, quand vous écrivez des chansons que vous chantez, vous ajoutez au fait d'écrire des paroles de chansons, puisque je le faisais, de gratter sur une guitare, le fait qu'il y a votre voix. Donc vous existez, c'est presque à 360 degrés, vous voyez. Donc je n'avais aucun problème d'existence. J'étais reconnue, et même, on n'en pouvait plus. Même ma pauvre mère était obligée d'apprendre, enfin, elle connaissait mes chansons par cœur, enfin, toute ma famille. Donc j'ai pas eu de problème de reconnaissance, moi. J'en ai eu plus tard. Et peut-être que ce qui est exprimé par le personnage d'Annette, ce sont des difficultés que j'ai rencontrées plus tard. C'est-à-dire, expliquez-moi, la reconnaissance professionnelle, familiale, à quel niveau ? Ben parce que quand j'ai commencé à écrire vraiment des romans prêts à être publiés, je devais avoir quelque chose comme 18 ans quand j'ai commencé vraiment à aboutir des livres. Et j'ai vu que c'était un monde, ça a changé peut-être, mais c'était un monde où c'était pas facile. Il y avait le fait que je sois une fille, le fait que par ailleurs j'adorais déjà la mode, j'adorais beaucoup de choses très futiles. Alors j'étais pas prise au sérieux, je venais de la chanson. Par ailleurs, je faisais des études de linguistique, tout ça était très sérieux, mais je venais d'un milieu, voilà, j'étais pluridisciplinaire, et le milieu littéraire français détestait ça. Donc quand on finissait par, quelqu'un me disait « appelle machin dans telle maison d'édition », j'ai fait le tour, j'étais chez Gallimard à une époque, ils hésitaient à me publier. Et puis, il y avait toujours en moi quelque chose qui débordait, qui était je m'en fichais, moi, du milieu littéraire. Donc j'étais très libre. Donc ça s'est pas très très bien passé, à dire vrai, au tout début. Comme si y avait un jeu que je ne jouais pas, qui était de jouer à être
À être écrivain, à être une à Paris. romancière en herbe qui avait besoin de la reconnaissance de personnes importantes. Je n'avais aucune intention d'avoir la reconnaissance de personnes importantes. J'étais libre. Avant d'écrire, on est lecteur. Je demande toujours à mes invités s'il y a un moment dans leur enfance où il y a un déclic, où il y a un livre ou un auteur en particulier qui leur a fait aimer la littérature. Est-ce que vous, il y a un moment, parce qu'on lit quand on est petit, on apprend à lire, puis après il y a la littérature. Est-ce qu'il y a un auteur qui change tout pour vous? Alors, moi, je dirais comme ça, spontanément, je dirais Jacques Prévert. Parce que dans ma famille, tout passait par la poésie. Et il y avait... L'avantage de la poésie, c'est que on peut redire un poème je ne sais combien de fois. Et ma mère allait tout le temps chercher son recueil de paroles, ça s'appelait le recueil de poésie de Prévert, et elle en lisait, rappelle-toi Barbara, enfin voilà, elle lisait des choses. Et juste après Prévert, je dirais Molière. Donc pour moi, c'est presque des chants en fait. On est en train de parler, c'est pour ça que j'étais chanteuse. Mais Molière, la façon de dire de Molière, la liberté du langage de Molière, parce que ça a l'air pas libre parfois quand c'est en vers, parce que c'est pris dans des règles de versification et de rythmique, mais en vrai, là-dedans, ça jubile, ça a l'air de s'échapper, ça retombe toujours sur ses pattes, voilà, dans Molière, mais ça s'évade de tous les côtés. Moi, j'ai été formée à ça, en fait. Écrivain et chanteur, c'est pas carrément aux deux extrêmes du spectre, c'est pas complètement l'opposé? Il n'y en a pas un qui est très, c'est peut-être une caricature ce que je dis, hein, mais un qui est très replié sur lui-même, qui écrit ses mots parfois pendant des mois, des années, et puis l'autre qui est beaucoup plus extraverti. Mais c'est extrêmement bien vu ce que vous dites. Mais justement, je me suis mise au milieu. Et quand on me demandait, quand j'étais jeune, tu veux faire quoi? Je voudrais être écrivain public. C'est-à-dire que pour moi, l'écriture n'était absolument pas ce que, au fond de moi, j'allais chercher. Bien sûr que je vais chercher au fond de moi des choses. Mais ça n'était pas... Disons, la chose principale, c'était pas « je vais dire qui je suis », c'était « je vais rejoindre les autres ». Et je vais montrer aux autres, enfin c'était ma manière de caresser les gens, de les toucher, c'est ma conception de l'écriture. C'est pour ça que je suis sidérée quand je vois des livres qui sont tout entiers faits de choses tellement répugnantes que je me dis mais c'est terrible, parce que peut-être ces gens, ça leur fait du bien d'écrire ça, mais moi, j'en ai rien à faire, en fait, que ça leur fasse du bien. Vous pensez à quel livre? Bon, là, mais je pense je pense, parce que c'est dans l'actualité, mais sinon, j'aurais pu penser à d'autres. Mais j'ai suivi, comment ne pas suivre? J'ai suivi ce qui se passe avec le livre de Yann Moix. Je ne l'ai pas lu. J'en ai lu. Moi, oui, je vous dirai ce que j'en pense. Ouais, j'en ai lu 10 pages. Et je ne dis pas que ce soit mal écrit, c'est juste que je peux pas, quoi. Ça me nourrit pas, donc c'est pas contre lui ce que je dis, hein. Donc je l'ai refermé. Mais il y a quelque chose, pour moi, l'écriture, si vous voulez, on a tous, il a visiblement énormément souffert. Quelle que soit la réalité de ce qu'il a vécu, de toute manière, tout ça est terrible et dramatique. Mais j'ai raconté dans d'autres livres, j'ai eu des souffrances, j'ai eu des agressions quand j'ai eu une terrible agression quand j'étais enfant, enfin pas enfant, adolescente, et je me suis mise à écrire de la lumière avec ça, en fait. Je ne veux pas dire que tout d'un coup, il faut être caïd et puis qu'il ne le serait pas. Il fait comme il peut. Mais ce que je trouve dingue, c'est qu'on soit dans une société qui puisse dire que la littérature... Finalement, aujourd'hui, c'est comme si la littérature, c'était dire toute sa souffrance. Voilà. Et je ne suis pas d'accord. Je pense que Victor Hugo, à qui il est arrivé aussi des choses extrêmement dur. Tous ces gens je dis tous ces gens parce que tout d'un coup, il n'y a pas que Victor Hugo, hein, il y a tous les autres. Tous ces gens ont écrit en modifiant
enfin, ça se modifie et ça devient un diamant. Voilà. Et si ça reste atrocement... je ne sais pas quel mot dire. Hein. Atrocement réel ou atrocement factuel. Oui, mais... Ce qui est intéressant avec le livre de Moix, moi j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ce qui en est dit dans les médias, y compris par sa volonté, en faisant une interview dans une grande émission de télévision et en disant que tout s'est passé comme ça. Il y a un décalage entre la communication du livre et le livre en lui-même. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a deux parties, et on ne parle que de la première. La première, c'est à la maison, c'est dedans, l'autre, c'est dehors. Et c'est l'école. Et dans la deuxième partie, ça raconte beaucoup le sentiment amoureux, les humiliations. Finalement, ça va peut-être vous agacer, mais c'est pas si éloigné de ce que peut vivre Annette par moment. Mais finalement, de ce qu'on retient de moi, que c'est uniquement les violences de la famille et la dispute avec les parents. Mais alors là, écoutez, vous m'élargissez la pensée, comme on dit. En fait, la seule chose qui compte, c'est qu'en fais-tu de ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'est-ce que tu en fais pour le style, c'est-à-dire voilà, donc ça, je pense que ça, il le fait. Et on peut ne pas aimer son style, mais il écrit et il en fait du style. Que ça vous plaise ou pas. Et puis, après, il y a qu'est-ce que tu en fais philosophiquement. C'est-à-dire que la petite Annette qui va vivre quelque chose d'horrible dans ce livre, il y a une modification. Le livre est une modification du drame qu'elle va vivre vers quelque chose qui la fait grandir. Donc, il y a ça aussi, d'après ce que j'ai compris un petit peu chez Yann Moix, mais vous avez raison de le dire, ça n'est pas ce qu'il exprime. Parce qu'en fait, qu'un écrivain mente dans les livres, on n'en a juste rien à faire. Je veux dire, Marcel Proust a créé des personnages, il a créé Albertine qui, en fait, s'appelait Albert. Dans la vraie vie, on n'en a rien à faire. Ça intéresse peut-être de temps en temps quelques personnes, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est est-ce que c'est réussi, le personnage d'Albertine. Voilà, c'est tout. Est-ce que ce personnage, quand on l'a dans la tête une fois qu'on a fini le livre, eh ben, il vous a apporté de la beauté, est-ce qu'il vous a fait grandir, voilà. Est-ce qu'il vous a rendu heureux? C'est la transition vers la question à laquelle tous les invités doivent répondre. Sophie Fontanelle, ce podcast s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux ». Est-ce que vous êtes d'accord? Ben, ça dépend ce qu'ils lisent. C'est ça. Il y a des gens autour de moi qui me disent moi je n'aime pas lire. Et puis à un moment vous leur mettez entre les pattes au bon moment vous leur mettez entre les pattes je ne sais pas moi, l'île d'Arturo. J'avais fait ça pour quelqu'un de Elsa Morante. Et tout d'un coup j'ai donné ça à un adolescent qui n'était pas très bien dans sa peau. Et tout d'un coup, de lire l'histoire de cet autre adolescent qui tombe amoureux, qui monte sur les murs et presque au plafond parce que il croit que son amour c'est de la colère et il ne sait pas comment l'exprimer. Et tout ça, oui, je pense que ça rend extrêmement heureux de voir que quelqu'un a su faire de l'or avec ce qui est chez vous encore un peu de la boue, quoi. Et c'est ça, oui. Mais maintenant, si vous achetez un livre parce que vous avez l'impression qu'il faut le lire, que le thème est sordide, que c'est traité de manière glauque, je suis pas sûre que ça vous rende très heureux. C'est très relatif. Voilà, ça dépend. Ça dépend du livre. C'est intéressant que vous parliez des gens qui ne lisent pas. Un des arguments en général, quand on leur demande, vous et moi, ils nous disent j'ai pas le temps. C'est une fausse excuse, vous pensez? Moi-même, qui suis une grande lectrice, il y a des moments où je lis pas du tout parce que je préfère regarder sur Twitter et sur Instagram. Donc, je comprends que des gens
moins habitués à lire soient par avance découragés. Ce que je crois, c'est que si on veut amener les gens à la lecture, il faut le passer par l'oral. Et qu'il faut passer par des phrases de littérature. Je ne sais pas, une phrase de Marguerite Duras, il pleure parce qu'il n'a pas la force d'aimer au-delà de sa peur. Tout d'un coup, quand on entend ça, on se dit, bon, on n'a pas besoin de se plonger dans un livre de Marguerite Duras. Tout d'un coup, on se dit, il y a quelqu'un qui a dit ça. Et la force de la phrase littéraire, moi je ne crois qu'en ça, c'est que elle peut même être hors contexte, hein, et ça vous appelle en fait. Il suffit d'un tout petit peu de littérature pour vous appeler. Alors que il suffit de vous plonger dans un bon gros livre, même génial, pour vous décourager. Donc il faut passer par des petites bulles en fait. Et quand vous ne lisez pas, vous êtes en manque, ou quelque part, oui, vous savez que ça va revenir et qu'à un moment donné, vous trouverez le temps? C'est tout l'abrutissement des réseaux sociaux. C'est que là, maintenant, je me suis remise à lire. Donc, je lis avec avidité à différents endroits de l'appartement. Hein. Donc, il y a des livres partout et que je lis simultanément. Oui, je confirme. Simultanément. Il y a beaucoup de piles. Et en fait, et ça, j'avais arrêté ça. Parce que les réseaux sociaux, j'adore les réseaux sociaux, je suis sur Instagram. On va en parler, oui, il est magnifique votre compte Instagram. Et j'y suis très active. Mais on finit par être mangé par ça, quoi. Et c'est vrai que c'est un effort de se détacher de ça. Mais pour aller vers la splendeur. Parce que où est-ce que vous allez la trouver sinon, la splendeur? Vous voyez, là, il y a une chanson d'Alain Souchon qui sort en ce moment, là, I'm 50s. Vous écoutez les bribes de la chanson, immédiatement, ça vous fait du bien. Vous vous dites, mon Dieu, ça fait du bien. Il a l'air d'avoir une bonté en lui. Il a l'air d'avoir une lucidité. Bon, ça, c'est dans la littérature qu'on trouve aussi ça. Donc, c'est la poésie. Cette poésie, où vous allez la trouver, c'est pas sur Twitter qu'elle va vous venir toute cuite dans le bec. Sur Instagram, il y a une forme de poésie. En tout cas, il y a une forme d'esthétisme. On va pas regarder au même moment où on se parle, mais Instagram, moi j'ai l'impression que vous postez quasiment tous les jours, que vous avez toujours des choses à raconter, à montrer. C'est quand même, c'est une forme d'expression artistique, non? C'est totalement une forme d'expression artistique. Il y a plein de comptes. En tout cas, moi, j'en suis pas mal, comme le mien, c'est des gens qui sont complètement engagés dans le process, comme on dit, ouais. et qui donnent, qui essaient de donner du beau, quoi, et donc d'en fabriquer. Et qui sont pas là juste en train de surréagir, de revendiquer. Voilà, je suis pas du tout là-dedans. C'est pour moi très important de faire ça parce que moi qui adore la poésie, c'est un outil poétique. Vous pouvez en faire le diable, mais vous pouvez en faire la poésie même. Et j'aurais adoré si François Sagan à son époque, il y avait eu ou Prévert, s'il y avait eu Instagram, mais ça aurait été merveilleux. Et d'ailleurs, vous savez que on critique Instagram parfois. Mais enfin, les grands artistes contemporains, souvent, sont souvent dessus. Sont sur Instagram et montrent des choses splendides. Moi qui m'aide à vivre. Non, mais c'est vrai que c'est proche de nous puisque c'est dans le téléphone. Et le téléphone est collé à notre main, à notre jambe toute la journée. Et effectivement, ça peut être un lieu de beau, de beauté esthétique permanente. Si on choisit bien ses abonnements. Vous y passez combien d'heures par jour, Sophie, sans indiscrétion? J'y passe pas tant de temps que ça, parce qu'en fait, ce que je ne dis pas, ou bien ce qu'on ne voit pas, c'est que j'écris très très vite sur les réseaux sociaux. Donc en fait, un post, ça va me prendre 3 minutes de le faire. Donc à raison de, je sais pas, 3 posts, 4 posts par jour. Avant, j'en faisais plus, mais ce qui me prend beaucoup de temps, c'est de regarder les commentaires, parce que quand vous avez presque 200 000 followers, vous avez beaucoup de commentaires, des messages privés, ouais. et vous pouvez pas, enfin je trouverais ça insultant. Moi, ma conception de l'écriture, puisque pour moi Instagram, on est déjà dans le début du travail littéraire, mais ma conception de l'écriture, c'est que c'est quelque chose
qui vous lie aux autres. Et donc, je ne vais pas, après avoir lancé des appâts de beauté comme je le peux aux autres, après, m'en laver les mains. Non, je viens voir et parler avec eux, pas avec tout le monde, mais j'essaie, dans la mesure du possible, de répondre presque à tous. Donc les réseaux sociaux, ça c'est pas forcément un ennemi de la littérature. Ça peut être une passerelle. Ah, mais je suis sûre que les réseaux sociaux ont un rôle même à jouer dans la littérature. C'est que quand il y a un compte Instagram que je suis où il y a la photo d'un auteur et en dessous un extrait une phrase dite par cet auteur. Et c'est d'une beauté, chaque fois que je tombe là-dessus, je me dis, je regarde la photo de la personne, je me dis, il y a ça dans cette femme, dans cet homme, c'est magnifique. Il y a des comptes dédiés à des écrivains, il y a des hashtags dédiés à la poésie de Prévert, mais tout ça est magnifique. Et encore une fois, pourquoi dédaigner cette manière de faire passer la littérature ? C'est très important. Mon livre, au début, je l'écrivais. C'est-à-dire que j'écrivais des petits chapitres. C'était vraiment le stade de brouillon. Et puis le soir, je le lisais sur Instagram. Ça durait pas longtemps, puisque c'était 8 lignes. Puis après, j'ai arrêté. D'ailleurs, les gens ont dit qu'ils aimaient bien, mais qu'ils préféreraient lire le livre fini. Mais au moins... Quand vous le lisiez en story, en vidéo Oui, je faisais des petites vidéos, ou des stories, mais souvent des petites vidéos où je lisais les 8 lignes que j'avais... Enfin, je lisais 8 lignes, ce qui tenait dans l'écran du téléphone, que j'avais écrite dans la journée. Et en fait, les gens comprenaient ce que ça veut dire qu'écrire. Parce qu'en fait, pourquoi les écrivains ne veulent pas montrer ? Ils ont tellement honte qu'on voit que tout d'un coup, ils font une faute d'orthographe, que c'est un peu bancal, ils ont répété tel mot. Parce que les gens, ils vous le disent dans les commentaires. Ah là 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 là, là, il y a 2 fois le verbe dire. Il y a un adverbe, on ne doit pas mettre d'adverbe. Alors, on dit... Alors, quelqu'un m'avait dit, il ne faut pas mettre d'adverbe. J'avais dit, je suis d'accord avec vous, mais que faites-vous de la phrase ? Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Alors, on discute. Tout d'un coup, ils disent, ah ben oui, c'est vrai. Non, ça, c'est très très beau. Finalement, il nous fallut bien du talent. Donc, c'est vrai que j'ai souvent entendu ça, moi, qu'il ne fallait pas utiliser les adverbes. Mais qui a eu cette idée folle ? Mais parce qu'il y a eu, si vous voulez, en fait, en gros, en littérature, dès qu'on donne des règles, elles sont... on se rend compte qu'un très grand écrivain a fait exactement l'inverse. Oui, par exemple, dans Proust a 2 énormes tics. L'un, il dit toujours « comme ». Donc, c'était bleu comme, hein, il était gentil comme. Et c'est tout le temps. C'est-à-dire que vous avez... je sais pas, il n'y a pas une page où il n'y a pas 5 ou 6 comme. Et puis, par ailleurs, il a un autre tic qui est qu'il met toujours les adjectifs par 3. Et donc, c'est peureux, facétieux et indiscret. Donc, à un moment donné, quand vous avez compris le mécanisme, heureusement qu'il n'y a pas un éditeur qui lui a dit « Mon coco, tu vas me retirer tous ces coms, tu vas m'enlever toutes ces comparaisons et tu vas et ces adjectifs, ça ne va pas. » Non, c'est ça qui fait sa signature. Donc, de toute manière, quand c'est bon, vous voyez. On s'en fiche, en fait, d'éthique. Alors, qu'est-ce qui est bon en ce moment, Sophie ? Qu'est-ce qu'il y a dans votre pile de lecture ? Je ne suis pas un bon exemple parce que, étant donné que je lis un livre en ce moment d'un photographe qui a côtoyé Marilyn Monroe et qui a laissé un manuscrit splendide, André de Dienne, qui a laissé un manuscrit splendide corrigé de sa main et qui est mis en fac-similé. C'est comme ça qu'il a été édité par la maison d'édition. Et je trouve ça magnifique parce que c'est le fait que ce soit corrigé de sa main, on a l'impression qu'on est avec Marilyn Monroe, quoi. Je trouve ça magnifique. Je lis ça. Je lis une biographie de Marlène Dietrich, absolument géniale. On se rend compte que c'était une nymphomane, on dirait aujourd'hui. Maintenant, peut-être d'ailleurs, en fait, c'est un avis moral, une nymphomane. Disons que c'est une femme qui, aussi bien homme que femme, voulait consommer tout le monde sexuellement. Mais c'était pas une maladie, c'était vraiment... C'était une taquine, ouais. Et donc je lis ça, je lis À l'ombre des jeunes filles en fleurs, que j'avais lu quand j'avais 19 ans, voilà. Et je vais lire un livre de Virginie Mouza,
qui s'appelle, je crois, Devant moi la liberté, ou quelque chose comme ça, que je viens de m'acheter. Voilà, parce que c'est l'histoire de Charlotte Perriand, et j'aime bien cette femme. Je ne sais pas si je suis un très bon exemple de... Et dans tous ces romans dont on entend parler dans la rentrée littéraire, il y en a un qui vous intéresse plus que d'autres? Ou justement, cette hyper-médiatisation-là, elle est toujours un peu suspecte, un peu excessive, et on attend que ça retombe pour savoir ce qui est bon? Il y a un livre de Sorge Chalandon sur des femmes qui ont, je crois, tout le cancer et qui veulent faire un hold-up qui organisent un hold-up pour sauver l'une d'entre elles ou pour l'aider. Je sais pas, quand j'ai entendu ce thème, je me suis dit, enfin, quelqu'un qui rêve et part dans une imagination débridée. Donc, ça m'a donné envie de le lire, voilà. Mais on est trop tôt à la rentrée, en effet, pour que j'ai mon avis là-dessus. En plus, j'ai quand même l'art de lire les livres plus tard, quand ils sont en poche. Donc, je ne suis pas non plus vraiment un très bon exemple. C'est très agréable en poche. Hein. J'aime beaucoup ça, mais pendant l'été. On l'a tous fait. Ouais, c'est quand même 1 an et demi après leur sortie, généralement. C'est vrai. On choisit son moment. C'est aussi une des beautés de la littérature. Parce qu'on n'est pas obligé de... c'est comme pour les films, d'aller les voir tout de suite. On peut prendre le temps. Mais, par exemple, revenons à Yann Moix. Le livre de Yann Moix, Orléans, je le lirai peut-être un jour, mais peut-être dans 10 ans. C'est intéressant quand il y a tant de battage de laisser passer du temps. Et je sais pas, j'ai l'impression que moi, plus on me brandit la clochette sous le nez, plus j'ai l'impression qu'il faut reculer et aller se mettre dans un coin calme. Quoi. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est trop de bruit. Oui, bien sûr. C'est quand on veut, quand on a le temps, quand on a envie de prendre le temps, et pas quand on nous l'impose. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, sur cet homme, je n'arrive pas à comprendre s'il n'est pas si tout ça n'est pas une immense perversité aussi dans laquelle il jouit. Et tant que j'ai trop l'écran de cet homme sous les yeux, moi, je ne peux pas lire son œuvre. Et donc, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Ok. Écoutez, merci beaucoup, Sophie, d'avoir pris le temps de parler avec moi de votre nouveau livre, Nobel, de littérature, des livres, de l'actualité du moment. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Mais oui, à bientôt. Merci, Sophie. C'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux.